Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de PowerCamp. La vidéo d'aujourd'hui, ça va être un gym tour, ça va être une présentation de la salle dans laquelle je me trouve en ce moment. C'est le Sport Palace de Varna en Bulgarie. On est ici pour un petit training camp, mais cette salle, c'est une salle qui est iconique en haltérophilie. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Cette présentation, elle va se faire en deux parties. La première, ça va être la présentation réelle des lieux, donc non seulement de cette salle de sport, mais de tout le complexe sportif dans lequel on se trouve. Et la deuxième, ça va être surtout pour les passionnés d'haltérophilie, ça va être un peu d'histoire du Sport Palace, pourquoi c'est une salle qui est si importante, si iconique dans notre sport, avec notamment sans doute la compétition d'haltérophilie la plus costaud de tous les temps qui a eu lieu ici exactement. Pour commencer le tour, du coup, le Sport Palace, c'est une salle et un complexe qui a vu le jour dans les années 60. Il a été rénové dans les années 80 et une seconde fois en 2014. C'est une salle dans laquelle l'équipe nationale de Bulgarie vient très souvent faire des training camps sur 2 semaines, sur 3 semaines, sur un mois au cours de l'année. Pour la préparation des Jeux Olympiques de Paris 2024, par exemple, ils sont venus pendant quelques semaines se préparer ici. Le complexe de Sport Palace, c'est pas seulement une salle d'haltéro, on a un stade avec une piste d'athlé, un terrain de foot, des terrains de basket, une piscine olympique, une salle de gymnastique. Il y a donc des athlètes d'un petit peu tous les sports qui peuvent venir ici faire des camps d'entraînement. Vous allez le voir sur le matériel notamment qu'il y a dans cette salle d'haltéro, où on a aussi beaucoup de matériel de préparation physique, notamment pour les lutteurs. Si je suis là aujourd'hui, c'est à l'occasion d'un training camp qui est organisé par la famille Varbanov. La famille Varbanov, aujourd'hui, elle a une salle au Canada, mais le père Varbanov, Alexander, c'est l'un des plus gros Sinclair de tous les temps, l'un des plus gros performeurs de tous les temps en haltérophilie. Il est bien évidemment d'origine bulgare. Aujourd'hui, il est coach du côté de Toronto. Sa femme, Irina, est une arbitre internationale et son fils, Niki, est entraîneur en haltérophilie au Canada et lui-même athlète. Je crois qu'il est 9 fois champion du Canada dans sa catégorie. Il organise donc des camps d'entraînement dans cette salle où les athlètes du monde entier peuvent venir pour s'entraîner, pour découvrir les conditions d'entraînement des meilleurs athlètes bulgares dans le sport. Le rythme pendant le camp d'entraînement, il est assez simple. On s'entraîne le matin, on s'entraîne l'après-midi, quasiment tous les jours. Il y a juste le dimanche où on récupère un peu. On a accès à cette salle pour s'entraîner à fond. Le reste de la journée, sieste obligatoire, accès à la cantine 3 fois par jour avec repas à volonté et accès au reste des infrastructures sportives, notamment à la piscine pour essayer de récupérer. Au stade, où on va faire des activités annexes, notamment aller marcher, faire des tours de stade le matin, surtout pour les athlètes qui sont un peu lourds et qui ont besoin de perdre quelques centaines de grammes à la pesée, voire même l'accès au terrain de basket, de football pour se détendre avec des activités annexes. Varna, c'est une ville côtière, donc on est sur le bord de la mer Noire. Si vous regardez sur une carte, on est à quelques centaines de kilomètres au nord d'Istanbul. Si vous venez en plein été, les conditions sont assez idéales, il fait très chaud, on peut aller se baigner à la mer et la salle est climatisée, comme ça il fait pas trop chaud pendant l'entraînement. La salle de sport est à environ 150 mètres de l'hôtel dans lequel on réside, l'hôtel lui-même étant le Sport Palace de Varna. Donc on sort de sa chambre, au rez-de-chaussée on a accès au self où on peut manger à volonté, on sort de l'hôtel, on marche un tout petit peu, on arrive dans la salle de sport dans laquelle on s'entraîne 2 fois par jour. En parlant du self, on peut être surveillé par les Bulgares, ça veut dire que tous les jours à l'entraînement et 2 fois par jour du coup avant chaque entraînement, on est pesé. Si jamais un athlète perd du poids pendant le stage, ça se passe comme en équipe nationale, il va être surveillé entre guillemets à la cantine pour qu'on vérifie qu'il mange suffisamment pour bien récupérer. En plus de ça, pour la récupération, les siestes sont non seulement conseillées mais presque obligatoires en début d'après-midi pour encaisser le volume et l'intensité des entraînements. En soi, toutes les conditions sont réunies pour essayer de performer au mieux dans cet entraînement. Pour aller plus en détail maintenant sur la salle, on est en Bulgarie, si vous connaissez un petit peu le système, on fait très peu de musculation dans le système bulgare, on va vraiment vers le spécifique, ça veut dire de l'arraché, de l'épaule et jeté, du squat. La méthode a un petit peu évolué, on le verra dans une autre vidéo, ça veut dire qu'on peut avoir un peu de variation, on va avoir du suspension, on a du travail debout, on peut avoir du jeté nuque, du back squat, des tirages, ce qu'il n'y avait pas forcément à l'époque d'Abadjaïev. Mais dans tous les cas, le matériel que vous allez retrouver dans la structure, il est hyper spécifique. Ça veut dire qu'on a des plateaux, on a des barres, on a des plates, des chandelles à squat et c'est à peu près tout. On a le choix entre des plates vintage Eleiko ou alors le matériel ZKC, qui est une autre marque accréditée par le comité olympique, qui a notamment équipé les derniers championnats d'Europe qui avaient lieu ici en Bulgarie, à Sofia. Donc tout le matériel est soit ZKC, soit Eleiko. Pour chaque plateau, on va avoir une chaise sur laquelle on peut s'asseoir, un plateau, une barre, un set de poids, des chandelles à squat. Vous pouvez quand même utiliser des espaliers comme vous le voyez juste derrière moi. Il y a aussi un petit peu de matériel pour les lutteurs de l'autre côté avec des sacs qu'on appelle des Bulgarian bags. Il y a des tapis de lutte qu'on peut voir ici derrière moi qui sont rangés mais qui peuvent être mis au sol pour lutter. C'est à peu près tout ce que vous allez retrouver dans la salle et ça suffit pour l'entraînement et la méthode bulgare. Tout ça, ça fait que ce gym tour n'est pas extrêmement long parce que c'est du matériel que vous retrouvez un petit peu dans toutes les salles. En revanche, ce qui rend l'atmosphère vraiment particulière dans cette salle, c'est la hauteur sous plafond. Vous l'entendez un petit peu sur la vidéo, je m'en excuse, ça résonne. Donc vous imaginez bien que quand on lâche des barres ou que les coachs crient des conseils, ça fait une ambiance, une atmosphère qui est particulière. On s'entraîne dans un lieu qui est chargé d'histoire et on va en parler justement dans cette deuxième partie de vidéo. Avant de passer sur la partie historique, le petit tour, donc comme vous pouvez le voir, on a des plateaux qui sont ZKC. Tous ces sets de poids
que vous voyez, ce sont les sets qui ont été récupérés à Sofia en 2024, les derniers championnats d'Europe. C'est du matériel de haute qualité, hein. Le ZKC, c'est avec Worksan, avec Eleiko, les meilleures marques que vous pouvez retrouver en haltérophilie. Vous avez des chaises pour chaque plateau, évidemment, pour récupérer, des clims, ça c'est hyper important parce qu'il doit faire plus de 30 degrés dehors, donc à l'entraînement, ça devient vite compliqué. Tous les espaliers, du coup, qui sont utilisés ici pour le renforcement et pour le travail de mobilité. La seule machine de musculation que les haltéros utilisent, c'est celle-ci. C'est le banc à lombaire, donc c'est un banc incliné en plus. C'est à peu près le seul renfort qu'on va faire cette semaine, en plus du squat et des tirages, mais voilà, très peu de renfort général. Pour ceux qui connaissent les barres ZKC, elles sont très agressives au niveau du grip, donc ça va piquer à fond quand on s'entraîne 2 fois par jour, 6 fois par semaine. Et ben, les mains commencent à lâcher un petit peu sur la fin, donc on utilise les sangles à fond pour essayer d'épargner un petit peu son grip. Je vous ai dit qu'on était pesé avant chaque entraînement, donc vous avez la machine de peser qui est là, la bascule. Donc avant chaque entraînement, on doit se peser devant le coach. Si jamais on est trop léger, le coach va le noter, il va nous engueuler, on va être obligé de manger un petit peu plus, on va être surveillé à la cantine parce que sinon au niveau récupération ça va poser problème. Et à l'inverse, si on est un petit peu trop lourd et qu'on commence à avoir vraiment trop de kilos au-dessus de sa catégorie, le coach va préconiser de manger un petit peu moins, mais surtout de rajouter peut-être un petit peu de pas dans la journée, notamment le matin, aller marcher sur le stade que vous allez voir en vidéo. Tout ça, toutes ces méthodos qui sont mises en place, donc que ce soit le format des entraînements, mais aussi tout ce qu'il y a autour, le fait qu'avant chaque entraînement on ait un brief, que tous les soirs on ait un débrief du ou des coachs qui sont sur place, les pesées quotidiennes, etc. Ça vient de l'expérience qu'a Alex Varbanov quand il était entraîné par le fameux Abadjaïev. Il remet en place les mêmes méthodes qu'il a connues pendant sa carrière d'haltérophile auprès de celui qui est considéré par beaucoup comme le plus grand entraîneur haltéro de tous les temps. En plus des conditions qui sont géniales pour la réalisation d'un camp d'entraînement, je vais vous expliquer pourquoi cette salle du Sport Palace, ce complexe, sont considérés comme les plus mythiques de tous les temps en haltérophilie. On va faire un peu d'histoire, donc ça va surtout plaire aux passionnés. La compétition qui est considérée comme la plus grosse compétition d'haltérophilie de tous les temps, c'est les Friendship Games, les Jeux de l'amitié de 1984. En 1984, le bloc soviétique, le bloc communiste, dans un contexte de guerre froide, est exclu des Jeux olympiques. Tous les pays de ce bloc, donc ça va être l'URSS, la Bulgarie, la Roumanie, la Mongolie, Cuba et ainsi de suite, vont décider de réaliser des Jeux olympiques alternatifs. Ça va être les Jeux de l'amitié. Si ces Friendship Games sont aussi connus, c'est simplement que le niveau de la compétition était monstrueux par rapport aux Jeux olympiques qui ont eu lieu en même temps en 1984. Pour vous donner un ordre d'idée, Viktor Solodov, l'athlète russe qui a gagné la compétition en moins de 90 kg, aurait largement gagné dans toutes les catégories aux Jeux olympiques, même chez les super lourds. À l'occasion de ces Friendship Games, le gouvernement bulgare a décidé de rénover le Sport Palace qui avait à peu près 20 ans à l'époque pour accueillir la compétition. 10 catégories représentées. À l'époque, on n'avait pas les femmes en haltérophilie, donc ça commençait dès moins de 52 jusqu'à chez les super lourds. 10 possibilités de médailles et des performances réalisées qui sont monstrueuses. Je vous donne quelques exemples. Chez les moins de 60, c'est Topourov, le bulgare, qui a gagné. Topourov, c'est le premier homme qui a épaulé jeté 3 fois poids du corps. Il a notamment réalisé 185 à l'épaulé jeté en moins de 60 kg et c'est l'un des coachs qui encadre aujourd'hui le stage. Chez les moins de 67,5, on a eu un très gros match entre 2 athlètes bulgares, dont Alexander Varbanov, qui est l'autre coach qui accueille ce training camp en Bulgarie. Chez les moins de 82,5, l'une des plus grosses performances de tous les temps, Yorick Vardanian, qui tirait pour l'URSS, qui réalise un total à 405 kg avec 182,5 à l'arraché, 222,5 à l'épaulé jeté. Pour que vous ayez un repère, Carlos Nazar a gagné les Jeux Olympiques il y a quelques semaines avec 404 kg, donc 1 kg de moins, mais en moins de 89, la KT supérieure. La KT qui serait équivalente aujourd'hui à celle de Carlos Nazar, c'est les moins de 90 de l'époque, où Viktor Solodov, le soviète, a gagné avec un monstrueux 422 kg 500 au total. 190 à l'arraché, 232 kg 500 à l'épaulé jeté. Encore aujourd'hui, cette performance, c'est dans le top 5 Sinclair de tous les temps. Il aurait mis quasiment 20 kg à Carlos Nazar, qui lui-même a mis 14 kg à l'athlète qui fait une médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Autre perf notable, vous avez Kuznetsov, le russe, qui est épaulé jeté 240 kg dans la catégorie des moins de 100. Taranenko, qui réalise un arraché à 200 kg dans la catégorie des moins de 110. Et la star de l'URSS, Pizarenko, qui remporte la compétition devant Kurlovic dans la catégorie des super lourds. Au total, sur ces 10 catégories, 30 records du monde ont été battus. Parfois, plusieurs fois dans la catégorie, ça veut dire qu'un athlète a pu faire 175, l'autre 177,5 et à chaque fois, c'était des records du monde. Et ce qui avait été réalisé pendant cette compétition, c'est que les athlètes avaient le droit à un 4e essai. Le 4e essai n'était pas comptabilisé dans le classement de la compétition, mais il permettait à certains athlètes, notamment Varbanov, le bulgare, de réaliser des records du monde non officiels. Il avait réalisé notamment 200 kg à l'épaulé jeté en 4e essai dans la catégorie des moins de 67-500. L'énorme rivalité qu'il y a eu sur ces Friendship Games, c'était évidemment les Bulgares contre les Soviétiques. La Bulgarie, bien qu'étant un pays qui était beaucoup plus petit que l'URSS à l'époque, gagne 5 médailles d'or sur les 10 catégories, 5 médailles d'or aussi pour l'URSS.
5 médailles d'argent pour l'URSS, 3 pour la Bulgarie et 2 pour la Hongrie, je crois. Excusez-moi, j'ai pas de notes devant les yeux, donc c'est possible que certains des éléments que je donne soient inexacts, j'espère pas. Au niveau haltéro, on a pu avoir les anecdotes d'Alex Varbanov qui était participant. La compétition avait lieu dans un stade qui est juste à côté du training hall. En revanche, dans ce training hall avait lieu tout l'entraînement dans les semaines qui précédaient la compétition. Et ce qui avait été mis en place, c'est que de ce côté-là, on avait l'équipe bulgare, de l'autre côté, l'équipe soviétique. Il y avait 10 plateaux d'un côté, 10 plateaux de l'autre, et les athlètes de chaque catégorie s'affrontaient en quelque sorte à l'entraînement chaque jour de la compétition. Ils étaient en face de leurs concurrents. Dans la salle qui est juste à côté, qui accueille aujourd'hui un tournoi d'échecs, il y avait les autres pays qui avaient le droit de s'entraîner, donc les Polonais, les Hongrois, les Mongols, les Cubains qui s'entraînaient dans la salle qui était à côté. Là, c'était vraiment les stars, les Soviétiques contre les Bulgares. On avait aussi 2 coachs mythiques qui entraînaient chacune des 2 équipes. On avait Ivan Abadjaïev d'un côté et David Rigert de l'autre, sans doute l'un des coachs les plus connus de cette ère soviétique. Au niveau des anecdotes maintenant, on avait un Bulgare en super lourd qui était Krastev, qui a gardé le record du monde à l'arraché avant que l'achat arrive pendant plusieurs décennies, qui se retrouvait contre Anatoly Pizarenko, le soviétique qui a gagné la compétition. Apparemment, Pizarenko, lors d'une journée d'entraînement, a épaulé jeté debout, donc épaulé debout, jeté debout, 245 kg sur un doublé, donc 2 répétitions là-dessus. Krastev a un peu craqué psychologiquement, il a pris ses affaires, il est retourné dans sa chambre en voyant ça parce qu'il a compris qu'il ne pourrait pas gagner la compétition face aux soviétiques. Pizarenko, quelques jours plus tard et quelques jours avant la compétition, réalise à l'entraînement 260 kg à l'épaulé jeté. Donc pour certains, ça ne va pas paraître monstrueux en termes de performance quand on voit l'achat, notamment avec son record du monde à 2,67. Il faut se dire que Pizarenko, c'est un athlète qui pesait grand maximum 125 kg en compète contre les 180 de l'achat. Même si c'est un athlète qui réalise des performances moins importantes chez les super lourds, en termes de ratio poids-puissance, c'est quand même l'un des meilleurs de tous les temps. D'autres performances monstrueuses ont été réalisées dans ce training hall. Pas seulement le jour de cette compétition, on a eu l'exemple de Regis Predjipov, par exemple, qui est un athlète bulgare qui s'entraînait ici, qui n'est pas forcément connu parce qu'il n'était pas extrêmement bon à l'arraché et l'épaulé jeté, donc c'est pas une star mondiale, mais c'est un athlète qui aurait, selon Varbanov, squatté 300 kg dans la catégorie des moins de 62. Une autre performance, et j'étais sur le cul pour celle-là, c'est Vesely Nozikovski, qui était un athlète qui tire en junior dans des catégories autour de 80 kg, qui est monté en 94. Pareil que Regis Predjipov, que je viens de citer juste avant, il n'était pas monstrueux sur les lifts, donc il n'est pas trop connu, mais c'est un athlète qui aurait squatté 400 kg, donc j'ai 2 personnes qui m'ont confirmé ça, Stéphane Topourov et Alexander Varbanov, 400 kg en moins de 94 à l'époque, donc c'est une performance qui n'est même pas réalisée en force athlétique dans ces catégories-là, alors que les athlètes sont en barbasse avec un équipement, donc c'est relativement monstrueux. Je pense qu'aujourd'hui, ces performances-là, on va plus les voir, notamment parce qu'on est dans un contexte qui est différent vis-à-vis du dopage. Pour reprendre une performance dont j'ai parlé tout à l'heure, Victor Solodov, l'athlète qui avait réalisé 232 kg 500 en moins de 90 à l'épaulé jeté, il avait fait ça sans genou hier, par exemple. Donc c'est une autre époque, des performances qui sont monstrueuses, et le fait de pouvoir s'entraîner dans un lieu qui accueille toutes ces performances-là, c'est une chance qu'on a et que vous pouvez avoir aussi. Si jamais certaines personnes sont intéressées pour la possibilité de réaliser un training camp avec les Varbanov, vous pourrez me contacter directement. Je vous mettrai en relation avec Niki qui parle anglais, donc il faudrait que vous soyez anglophone pour faire ce training camp. Mais voilà, c'est ouvert à tous, peu importe votre niveau, et vous aurez l'opportunité de vous entraîner dans un lieu chargé d'histoire comme celui-ci. Moi, ce que je vais faire pour essayer de vous apporter cette méthode bulgare aujourd'hui, c'est que la programmation School of Champions, qui est la programmation phare en haltérophilie de Power Camp, sera calquée sur le nouveau système bulgare qui est employé aujourd'hui par les Varbanov et par la plupart de l'équipe nationale. Sur le prochain mois d'entraînement, donc le mois d'octobre, on sera sur ce format-là. Aujourd'hui, on est dans un contexte qui est différent. Même les athlètes bulgares sont contrôlés par l'antidopage. Je sais que la plupart des personnes, quand on voit les performances, notamment de Carlos Nazar, sont un peu sceptiques de la propreté de ces athlètes, mais le système a quand même évolué. Il y a moins d'intensité, moins de volume, parce qu'on est dans un contexte où l'antidopage est beaucoup plus fort. Et je vais veiller personnellement à ce que la programmation soit adaptable et réalisable dans nos pays par nos athlètes, parce que tous mes haltérophiles à Power Camp, notamment mes compétiteurs, vont suivre ce programme pendant un minimum de 4 semaines. Vous aurez la possibilité de le suivre vous aussi si vous le souhaitez. Ce sera encore une fois la programmation du mois d'octobre. C'est à peu près tout pour cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Encore une fois, désolé pour les conditions, je filme ça à l'iPhone, j'ai pas les micros. Je suis un peu crevé des entraînements bi-quotidiens, donc j'espère que j'aurai pas dit n'importe quoi. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si je me suis trompé sur des performances ou autres. J'ai pas de notes avec moi, j'ai tout fait avec ma mémoire. J'épinglerai les commentaires qui corrigent potentiellement les choses que j'ai pu dire dans cette vidéo. Merci à tous pour votre soutien dans tous les messages Instagram que vous nous mettez. Merci pour vos commentaires, pour les likes que vous mettez sur la vidéo YouTube. Encore plus si vous partagez la vidéo sur vos réseaux, ça nous aide vraiment. C'est ce qui nous permet de vous produire du contenu qui est relativement régulier, que ce soit en haltéro mais aussi dans les autres sports. Ça nous touche énormément et je vais essayer de vous faire d'autres vidéos pendant mon séjour en Bulgarie sur mon temps libre. Ça va être notamment un full day of training
et of eating, donc pour éviter les anglicismes, une journée complète d'entraînement et dans notre assiette en haltérophile, pour que vous puissiez voir comment on se nourrit, comment on s'entraîne ici, parce que c'est exactement comment se nourrissent et s'entraînent les Bulgares. Et une autre où Niki Varbanov va répondre à vos questions. Donc j'ai déjà mis un sondage sur Instagram où j'ai pu recenser pas mal de questions que vous aviez pour Niki. Si jamais vous en avez d'autres, mettez-les en commentaire de cette vidéo. Je vais monter ça le plus vite possible pour que vous puissiez les mettre et que je fasse cette vidéo avant la fin des 2 semaines de stage. Avant de vous laisser, des petits trucs que j'ai oubliés parce que j'avais pas scripté la vidéo. On a l'occasion de voir des super athlètes. On a notamment Blagoy Blagoyev qui nous rejoint sur le stage et qui va coacher un petit peu, mais qui va surtout être là. On va faire des photos, on va pouvoir discuter, lui poser des questions, des anecdotes. Blagoy Blagoyev, c'est le meilleur arracheur de tous les temps. 195 kg 500 réalisé à l'arraché dans la catégorie des moins de 90, donc 105 kg 500 au-dessus du poids de corps. Je crois que c'est le max qui a été réalisé. Et à l'entraînement, il a réalisé 202 kg 500. Il devait être à 93 kg à ce moment-là. Il n'était plus dans la catégorie. Donc vraiment l'un des meilleurs arracheurs de tous les temps. Alexander Varbanov, c'est 222 kg 500 à l'épaulé jeté dans la catégorie des moins de 75. Il était un peu plus lourd aussi. Il était plutôt à 78-79 à ce moment-là, mais c'est une performance qui aujourd'hui on ne voit plus. C'est une performance qu'on voit chez les meilleurs athlètes en moins de 89, voire même 96. Et on va aussi avoir évidemment Carlos Nazar, Bojidar Andreev, qui sont des haltéros qui ont participé aux derniers Jeux Olympiques à Paris, qui vont passer nous voir, qui vont s'entraîner même avec nous. Comme vous pouvez le voir, les conditions aussi sont pas trop mal. Donc là, il y a le soleil qui se couche sur Varna, sur la mer Noire, et je vais faire quelques tours du stade pour m'ouvrir un petit peu l'appétit. Nos chambres sont là-haut, donc on est tous au 4e étage là. Vous avez nos balcons qui sont là, la piscine qui est en bas, qu'on peut peut-être voir, qu'on distingue derrière les arbres. Et si je me rapproche ici, vous allez le voir, c'est la vue qu'on a depuis le balcon que je vais filmer et vous mettre dans la vidéo. Petite anecdote sur les athlètes qui s'entraînaient ici et qui s'entraînent ici, mais maintenant ils n'ont pas le droit de se mettre de ce côté-là sur les balcons. Ils sont de l'autre côté du bâtiment, donc ils n'ont pas de balcon, ils ont juste des fenêtres et ils ont vue sur la salle de sport, ce qui fait que le matin quand ils se lèvent, ils ont vue sur la salle, ensuite ils vont s'entraîner à la salle et le soir quand ils ont fini leurs 2 entraînements, et ils ont vue sur la salle à nouveau. Donc voilà, c'est les conditions bulgares pour essayer de performer au mieux et d'avoir vraiment la tête qu'à ça. C'est un peu particulier, mais apparemment ça a bien réussi à ce système. Voilà, on va terminer cette vidéo sur ce plan-là, avec la mer Noire qu'on aperçoit plutôt pas mal, juste en dessous du complexe. Donc pour que vous puissiez voir, le complexe est juste derrière moi. La piscine est là. Là, on a une piscine, mais une réelle piscine avec des lignes d'eau, une piscine olympique, quand les nageurs viennent faire leur camp d'entraînement. Et juste en bas, donc si on continue un petit peu sur ce chemin-là, on a une supérette bulgare où on peut faire ses courses et essayer d'acheter des produits du pays. Ce qu'on aime bien faire aussi, hein, à chaque fois qu'on est parti sur des pays avec The Power Institute, en Arménie, en Géorgie, en Bulgarie, parce qu'on était déjà à Sofia cette année, ou en Arabie Saoudite, on aime bien aller consommer du local. Voilà, c'est tout pour cette outro de vidéo qui dure un petit peu. Encore une fois, si vous ne l'avez pas fait, posez votre like, partagez la vidéo sur les réseaux, vous faites un petit cut de ce qui vous plaît dans la vidéo, vous le mettez, ça nous aide énormément. Et moi, ça m'encourage à vous produire des vidéos comme ça, même si c'est une passion pour moi, évidemment. Si j'avais pas vos retours, ce serait un petit peu compliqué de rester motivé, de vous proposer tout ça, mais c'est à chaque fois vos messages d'encouragement qui me poussent à continuer dans cette voie-là. À bientôt tout le monde.